Bonjour Claude et bienvenue dans cette Engage Calls qui clôt la série de 3 qu'on a eu en juin et qui est dédiée au numérique et à tout ce que tu fais avec Magic Makers autour de l'apprentissage du numérique, par le numérique pour les enfants. Avant de passer à ton Engage Call, à l'interview, je voudrais dire qu'à partir du mois de juillet, on va lancer un nouveau défi, une nouvelle série d'Engage Calls qui sera dédiée au système économique et aux entreprises et à savoir finalement comment traiter ce défi des valeurs qui semble être fondamental aujourd'hui autour de la question de l'économie et de l'entreprise. On aura 3 invités. Tout d'abord, Bruno Roche, qui est économiste, notamment du groupe Mars, mais qui a fondé récemment une fondation qui s'appelle l'économie de la mutualité. Puis nous aurons Marianne Hurstel, qui est vice-présidente de BETC, en charge de la stratégie, et qui nous parlera de la question de la consommation et de la responsabilité de la communication dans le changement, dans la transformation de notre modèle, mais aussi des entreprises. Et puis enfin, nous aurons Stéphane Hugon, le 21 juillet, qui nous parlera, lui, qui est sociologue, qui a fondé l'Institut Eranos, et qui nous parlera de la nouvelle attente peut-être des citoyens et des salariés vis-à-vis de l'entreprise. Donc, l'idée de ce défi du mois de juillet, pour reprendre ce qu'a dit Edgar Morin quand il dit le problème n'est pas de croître ou de décroître, mais de déterminer ce qui doit croître ou décroître, eh bien, ce sera justement de sortir, comme il le dit, d'une sorte de pensée binaire et de ne pas opposer, mais au contraire d'essayer de penser, d'arbitrer sur ce que nous voulons voir croître et décroître. Et puis, au fil des temps d'intelligence collective, dans les 3 sessions que nous aurons, eh bien, nous essaierons de bâtir ce que nous appelons la boussole de l'essentiel, à la fois pour soi et collectivement, par exemple pour une entreprise. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et probablement que ces dimensions, ces valeurs d'éthique, de valeurs, est probablement différente pour chaque personne. Donc, c'est là-dessus que nous travaillerons tout au long du mois de juillet. Alors, pour revenir à ce que l'on va faire aujourd'hui, il y aura 2 temps. Un premier temps où nous discuterons, toi et moi, Claude, de ce que tu as fait, de ta vision de la société, de ta vision du monde numérique, que tu as dû apprendre avec ton expérience comme créatrice de Magic Makers. Et puis ensuite, on laissera la parole, bien sûr, aux auditeurs. Et puis, dans un deuxième temps, on animera un temps d'intelligence collective autour d'une de tes envies fortes des mois qui viennent, des années qui viennent. C'est peut-être d'élargir l'impact de Magic Makers et d'avoir une pratique, une ouverture, une plus inclusive pour essayer de toucher un maximum d'enfants et pas forcément toujours les mêmes. Voilà. Ceci étant dit, on est ravis évidemment de t'inviter pour cette session des Engage Calls. Et je voudrais te poser une première question assez évidente. Tu as un parcours d'ingénieur au départ, et puis à un moment, tu t'es dit, eh bien, peut-être des enfants ou des enfants que tu as fréquentés, tu as fondé Magic Makers. Alors, quelle est ta motivation ou tes motivations fondamentales pour avoir créé Magic Makers? Bonjour Jérôme, je suis ravie d'être là ce soir parmi vous pour partager ce qui peut être partagé de mon expérience. Effectivement, moi, l'idée de Magic Makers date de 2012, donc ça va faire 8 ans, ça commence à remonter. Et c'est vraiment une prise de conscience. Donc effectivement, moi, j'ai fait Maths Sup, Maths P il y a 20 ans, plus de 20 ans, ingénieur télécom, j'ai travaillé toute ma carrière dans les télécoms, des sujets très intéressants. Et il y a vraiment un moment de prise de conscience pour moi, donc 2012, où je réalise que ce que j'avais étudié à l'école à la fin des années 90, donc c'était les réseaux GSM, c'est juste j'ai fait de l'intelligence artificielle d'ailleurs à l'époque, mais à l'époque ça servait à rien parce que les machines n'étaient pas assez puissantes. D'ailleurs, j'avais laissé ça de côté. Et cette compréhension tout d'un coup que ce que j'avais étudié, en fait, ça allait super vite et ça avait pris
énormément de place dans la société actuelle. 2012, en fait, c'est le moment où l'informatique commençait à toucher la vie de tout le monde, de tous les citoyens, et pas juste les grandes entreprises. C'est le moment où on a commencé à tous avoir un smartphone, à faire nos courses en ligne, enfin, où il y a eu vraiment un changement sociétal individuel, on va dire, au niveau vraiment de la vie privée des gens. Et où, du coup, je me suis dit aussi, l'informatique, on ne peut plus l'ignorer. Et quelque part, même si déjà on ne pouvait pas l'ignorer, maintenant ça devient compréhensible, ça touche tout le monde. Et moi, j'ai réalisé en fait que ce qu'on était en train de vivre comme révolution, parce que c'est une révolution, ce qu'on est en train de vivre, c'est une révolution parce que d'une magnitude extraordinaire. J'aime beaucoup prendre ce parallèle, celui de la révolution industrielle et de la révolution numérique. La révolution industrielle, on a automatisé le travail mécanique, on a remplacé des animaux par des machines, des chevaux par des voitures, etc. Et ça a eu un impact phénoménal sur la société. La révolution numérique, celle qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train d'automatiser le travail intellectuel. Donc des choses qu'on calculait dans notre cerveau, on les fait calculer par une machine à notre place. Et donc, quand on voit l'impact de la révolution industrielle sur l'humanité, et d'ailleurs sur l'épuisement des ressources, entre autres, c'est un des corollaires, on peut se poser la question de quel va être l'impact de la révolution numérique sur la société humaine et sur la vie au global. Donc cette révolution-là, ce qui était en train de se passer, ce que je vous dis maintenant, je ne le formulais pas aussi clairement à l'époque, c'était de l'ordre de l'intuition. Je me rendais compte que par contre, moi, je ne me sentais pas dépourvue, désemparée face à ce qui se passait. Je comprenais, parce que j'avais eu la chance de faire une école d'ingénieur 20 ans plus tôt et d'apprendre à programmer à l'époque. Et là, donc je vois à quel point ça va vite, ça change, et à quel point c'est que le début. Et d'ailleurs, l'avenir me donne raison avec tout ce qui... On parle d'intelligence artificielle. Enfin, nos usages changent tous les ans à peu près. Donc, je pense qu'on peut se dire que ça va quand même très, très vite. Et donc, à ce moment-là, j'avais des enfants. Enfin, j'ai toujours des enfants, et mon fils aîné avait 8 ans. Et vraiment, là, j'ai eu comme un espèce de flash en me disant, il faudrait que ce que je comprends, tout le monde le comprenne, parce qu'on ne peut pas être un acteur de la société engagé, éclairé, si on n'a pas une certaine maîtrise, on va dire, du numérique aujourd'hui. Mais plus qu'une maîtrise, je me suis dit, en fait, c'est quand même beaucoup plus facile d'apprendre quand on est jeune. Moi, j'avais appris à 20 ans, c'était compliqué. Apprendre à programmer, ça demande une certaine rigueur, une certaine logique. Et surtout quand on est adulte, c'est pas très fun, parce qu'il faut pas mal d'efforts avant d'obtenir un résultat, un site web, une application. Enfin, et surtout, d'autant plus à l'époque. Et vraiment, je me suis dit, en fait, si j'attends que les enfants, si on ne s'adresse qu'aux adultes qui ont 20 ans et que c'est un parcours, on va dire, du supérieur, ça ne servira, enfin, c'est trop tard, on a déjà perdu 80% de la société, en fait. Et par contre, si on invente quelque chose pour les enfants, quelque chose de simple, de concret, de ludique, je suis sûre que n'importe quel enfant peut comprendre l'informatique. Et du coup, mon objectif, et ça l'est toujours, c'est de changer le rapport de l'homme à la machine. C'est qu'on sorte d'un rapport qui est celui d'une grande partie de la population qui est « je ne comprends pas et j'ai peur ». J'utilise, ça me rend service, mais je ne comprends pas ce que j'utilise, j'en suis pas maître, et quand même, souvent, j'ai peur. Et je ne le maîtrise pas. Et je ne le maîtrise pas, surtout. Et moi, l'idée, c'est déjà de renverser le paradigme. Un enfant qui a codé son propre jeu, et on sait le faire pour des enfants de 7 ans facilement, simplement, il ne va plus jamais regarder un ordinateur ou un smartphone de la même manière. Il va se rendre compte que ce qu'il utilise, ce n'est pas magique, ça a été fait par quelqu'un. Moi, mon objectif, c'est que ces enfants-là, ce sont les adultes de demain, confrontés à la myriade de problèmes auxquels la société, l'humanité, la vie est confrontée sur la planète, ils puissent se dire, ils puissent envisager d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes au service du bien commun, plutôt que de subir les choix qui sont faits par d'autres. La technologie est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est aussi quelque chose qui permet de contrôler les autres. On le voit bien aujourd'hui, les discussions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux ont des impacts sur les élections, mais ça va bien plus loin que ça. On est sur des sujets de manipulation de masse. Et donc, ça permet de faire des choses extraordinaires en bien et en mal, comme tout outil. C'est le sens et l'intention qu'on met derrière qui vont permettre de résoudre des problèmes pour le bien commun, ou au contraire, d'asservir une grande partie au service d'une minorité. Et donc, redonner le pouvoir à chacun sur ça, ça me semblait crucial, et commencer par les enfants. Et ça m'a donné donc l'idée de Magic Makers. De Magic Makers. Alors, qu'est-ce que ça fait, Magic Makers, concrètement? Qu'est-ce que ça permet? Magic Makers, ça donne aux enfants le pouvoir sur la technologie. Concrètement, c'est des ateliers. On a inventé toute une méthode pédagogique qu'on a déployée. On va permettre aux enfants de venir en atelier une fois par semaine, comme un cours de sport ou de musique. Ils peuvent faire des stages aussi chez nous. Et ils vont, c'est pas des cours, c'est de manière concrète et ludique, ils vont apprendre tout de suite à créer des choses, à manipuler. Alors, je parle de manipuler. Quand vous faites un jeu,
On a des outils qui sont très On n'est simples plus et très ludiques. manipulé par les GAFAM, on manipule le web. On a inversé le Exact. rapport de force, en fait. Exactement. Exactement. On leur permet de créer des choses avec des outils adaptés à leur âge. Donc, les petits vont créer des petits jeux vidéo. Ils vont pouvoir construire des petits robots qu'ils vont programmer. C'est toujours en commençant simple et concret, mais et toujours en permettant à chacun de faire son propre projet. Donc, ce n'est pas des cours où si tu fais ça, ça va marcher. Si tu fais comme ça, tu as un site web à la fin. C'est qu'est-ce que tu voudrais mettre sur un site web? Et ton jeu, qu'est-ce que tu as envie de raconter? Et là, ils vont choisir leur personnage, le fond, et ils vont apprendre à coder pour faire bouger le personnage, pour lui faire choper la pomme et compter les points, etc. Et ils vont, c'est ce que j'appelle la manipulation, même si elle est virtuelle. Après, c'est aussi la manipulation avec les robots. Ils vont vraiment manipuler les concepts, le concept, la logique informatique. Ben, effectivement, mon personnage, il fait exactement ce que je lui dis. Je prends une instruction, puis une autre, puis une autre. Il avance, il tourne. Et quand ça ne marche pas, du coup, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Ça, en fait, ce que je suis en train de vous décrire, c'est concevoir un algorithme. Et quand on fait comme ça petit bout par petit bout, eh ben, demain, on est capable de faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, voilà, c'est vraiment des ateliers pour apprendre à créer en codant. Et pas juste pour apprendre à coder. Opérationnellement, on va aller vite là-dessus, mais ça se passe où? Ça se passe dans les écoles? Ça se passe… Alors, historiquement, on avait des centres. On avait ouvert un premier centre en 2014 à Paris dans le 9e, puis dans le 15e, puis on en a ouvert aussi un à Bordeaux. De plus en plus, on se développe avec des établissements partenaires. Et puisque finalement, c'est d'extrascolaire, donc c'est après l'école. Donc, les enfants vont venir après l'école, le mercredi, le samedi. Dans leur propre école ou dans leur propre établissement. Exactement. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour les parents. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, en fait. C'est un peu moins fun que dans nos centres, mais ça reste aussi beaucoup plus pratique. Et donc, ça permet de toucher plus de monde. Et là, avec la crise sanitaire, on a basculé tous nos ateliers en visio. Et on s'est rendu compte qu'on arrivait à le faire très bien fonctionner, y compris avec des enfants en primaire. Et du coup, maintenant, on a de fait créé une nouvelle offre où on peut faire nos ateliers aussi à distance, mais en répliquant cette dynamique de groupe. Ce n'est pas un cours où je suis tout seul en ligne, c'est bien un atelier avec Zoom, où je suis avec d'autres enfants, où l'animateur va montrer des choses, je vais pratiquer, je vais pouvoir montrer ce que j'ai fait aux autres, avoir du feedback, etc. Et donc, on le fait également à distance maintenant. Et qu'est-ce que ça, on élargira après, mais qu'est-ce que ça permet aux enfants? Qu'est-ce que ça développe chez eux? Voilà. Alors, plein de choses. Le plus évident, je dirais, ça c'est lié pour ceux qui ont fait la programmation, à la rigueur de la programmation, c'est la logique. Parce que la programmation, c'est tu donnes des instructions à une machine pour qu'elle les fasse à ta place. Donc, tu dois maîtriser le process, tu dois décomposer en étapes simples, et tu dois conceptualiser, etc. Et donc ça, c'est un travail d'une grande logique et d'une grande rigueur. On peut d'ailleurs aussi également utiliser des maths, parce que souvent, quand vous êtes dans un jeu, vous faites tirer un personnage des choses. En fait, souvent, la trajectoire, c'est de la géométrie. Hein, ou ça peut être des fonctions mathématiques, etc. Donc, ça permet de manipuler beaucoup de concepts. On peut manipuler le langage, on peut raconter une histoire. Donc, ça permet de manipuler beaucoup de concepts et donc, qui sont transverses et qui ne sont pas juste liés à la programmation. Et ça, c'est une chose, on va dire, c'est presque des compétences, on va dire, un peu techniques. Oui. Mais nous, là, ce qui est extrêmement important pour nous, et c'est lié à la manière dont on enseigne, c'est toutes les compétences, les soft skills que les enfants vont pouvoir développer. Déjà, la première chose, nous, on leur propose de développer leur créativité, puisqu'ils vont créer leur jeu, ils vont s'exprimer, et donc ils vont pouvoir, encore une fois, ce n'est pas des exercices qui résolvent, hein, mais c'est une matière d'expression. Et Alors là, c'est des l'informatique, petits défis, en fait, en quelque sorte. oui, c'est des petits défis. On va leur proposer des types de projets, et sur ce type de projet, ils vont pouvoir customiser, choisir leur univers, etc., choisir ce qui leur parle, et en termes de complexité, ils ne vont pas tous faire la même chose. Encore une fois, il faut le voir comme un mode d'expression. Donc ça, c'est la créativité. L'informatique se prête à une autre compétence très importante et finalement peu enseignée dans l'éducation nationale, malheureusement, c'est l'essai-erreur. En informatique, ça ne marche pas du premier coup. Et c'est pas grave, en plus, quand on se plante, ben, on peut recommencer autant de fois jusqu'à ce que ça marche. Et d'ailleurs, c'est un jugement qui est purement objectif. Hein. C'est la machine, enfin, ça marche ou ça ne marche pas. Et du coup, il est prouvé hein, que c'est en testant ce qui ne marche pas qu'on comprend ce qui marche et qu'on l'apprend. Beaucoup plus que quand on te donne la bonne solution du premier coup. Et donc, cette démarche d'itération, de test-erreur, elle est extrêmement importante. C'est la démarche aussi de l'innovation. Hein. Et ça, c'est clairement au cœur de ce qu'on fait et ce qu'ils vont développer beaucoup. Et concrètement, en fait, dans toute cette démarche un peu de pédagogie projet, on va leur proposer, comme de créer leur propre projet, ils vont apprendre à mener un projet à bien, définir l'objectif, qu'est-ce que je veux faire, voir comment je vais y arriver, se rendre compte que en fait, c'est trop compliqué, que ça, ils ne savent pas le faire, mais ça, ils savent le faire. Donc, décomposer un problème complexe en problème plus simple pour pouvoir résoudre et imbriquer pour arriver à faire quelque chose de complexe. On leur apprend aussi à trouver par eux-mêmes. Ça ne marche pas, comment je fais? Je demande à mon voisin, partager.
je parlais tout à l'heure de la notion de groupe, du fait qu'ils apprennent, qu'ils sont plusieurs et qu'ils peuvent… Il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait par les pairs en se montrant des choses les uns les autres, ce qui fait que le groupe progresse plus vite que si chacun était tout seul. Tu parles d'apprentissage par les pairs. Est-ce que tu irais jusqu'à parler de méthodes collaboratives, d'intelligence collective? C'est des choses que vous faites un peu, c'est plus difficile, je suppose. Exactement. Ça, c'est parmi nos axes d'amélioration. Il y a une question d'âge aussi. Les enfants, quand ils sont en atelier hebdomadaire, on les a 1h30 par semaine. Quand ils sont petits, là, je parle au primaire, il y a déjà pas mal à apprendre avec la partie je crée quelque chose sur l'informatique. Donc, on va privilégier le projet individuel parce que apprendre à des enfants de cet âge-là à collaborer, en soi, c'est déjà un autre apprentissage qui prendrait presque autant de temps. Et plus ils grandissent, et plus c'est facile parce qu'ils commencent à avoir acquis ces compétences-là, c'est plus facile de les faire collaborer et plus on va leur proposer de travailler en groupe, en équipe. Et ça va aussi faire partie de l'apprentissage. Et quand on arrive au niveau du lycée, on propose des parcours qui vont assez loin parce qu'ils font de l'intelligence artificielle, des applications mobiles. Et là, on va pouvoir leur proposer de le faire carrément en groupe, à 2, 3, de créer un projet sur plusieurs mois de type quasiment professionnel, que ce soit un jeu vidéo, une application d'intelligence artificielle ou une application web. Alors, élargissons peut-être un peu le discours, enfin notre réflexion, au-delà de Magic Maker, d'une certaine façon, et des enfants, en disant qu'effectivement, on est dans une révolution fondamentale auquel on assiste tous les siècles, 2 siècles, 3 siècles. Il y a eu l'écriture, il y a eu la révolution industrielle, il y a eu la révolution numérique. Qu'est-ce que cette révolution permet, parce que c'est une période d'incertitude, on l'a vu, qui peut générer des espoirs très importants, l'apprentissage, la connaissance, c'est développé exponentiellement. En même temps, c'est une période angoissante sur l'avenir, sur cette transformation exponentielle de notre société. Qu'est-ce que tu penses de ce que le numérique peut apporter, engendre et peut déclencher en nous ou dans notre société? Moi, je pense que le numérique est un outil extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, où je peux répondre à tes questions et être vue par plein de gens et qui vont pouvoir après collaborer ensemble à distance, c'est extraordinaire. C'est de l'ordre de la magie. Si on se remet même 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, et donc ça donne quand même accès à des ressources extraordinaires. Pouvoir mobiliser l'intelligence collective de dizaines, centaines de personnes à distance, pouvoir faire circuler l'information et en profiter pour à la fois chacun progresser, mais aussi construire l'intelligence collective. C'est bien construire quelque chose qu'on n'aurait pas pu construire tout seul, parce que le résultat, la somme des parties est supérieure, le résultat est supérieur à la somme des parties. Il y a vraiment, c'est ça l'intelligence collective. C'est en cumulant le prisme de chacun, faire émerger un champ plus large que celui qu'on aurait eu tout seul et se le réapproprier et donc faire progresser tout le monde. Mais c'est extraordinaire. Après, je pense que ça appelle à beaucoup de discernement. Ça appelle à beaucoup de… Oui, discernement, je pense que c'est de discernement et de conscience. C'est-à-dire que c'est un outil extraordinaire, mais il ne faut pas non plus être aveuglé parce que ce n'est qu'un outil qui peut faire des choses en bien et en mal. J'aime bien prendre l'exemple… Moi, en ce moment, mon sujet, c'est la sursollicitation des réseaux sociaux. Je me rends compte qu'en ce moment, on en a parlé un peu tout à l'heure, je me rends compte qu'en ce moment, moi, je n'ai plus envie du tout d'être sur les réseaux sociaux. Il y a 5… Je suis désolée d'imposer ça, mais… Là, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis sur Zoom, c'est pas pareil. Non, ce que je veux dire, c'est le sujet, en fait, à la fois, ça nous donne accès à beaucoup d'informations, et à la fois, on est sursollicité. Il y a le terme, je crois, c'est l'infobésité. Numéribosité, on peut dire. Oui, voilà. En fait, effectivement, aujourd'hui, si on est tous les jours sur les réseaux sociaux, même sur son ordinateur, par mail, etc., on reçoit en permanence énormément d'informations, énormément de sollicitations dans lesquelles, humainement, c'est difficile de faire le tri. On développe, je pense, tous à des niveaux différents des phénomènes d'addiction, parce qu'effectivement, ça provoque des choses, donc on a envie… et donc, je prends exprès cet exemple, à la fois accéder à l'information et se connecter, c'est extrêmement puissant, et à la fois avoir trop d'informations et ne pas trier, et avoir conscience de comment on peut l'utiliser, ne pas choisir, ne pas être en capacité de choisir, en fait, c'est presque pire. Ouais. Et tout ça, c'est les deux faces de la même médaille. Et ça vaut un peu pour tous les bienfaits et tous les dangers du numérique. Donc moi, je milite pour beaucoup de conscience et de maîtrise. Et le choix éclairé, il repose d'abord sur une compréhension. Et alors, du coup,
en travaillant, toi, alors on en parlera après, mais tu travailles à la fois auprès d'un public, je pense, assez classique, où des parents ont les moyens de payer des cours complémentaires, supplémentaires à leur enfant. Et puis aussi, tu essayes progressivement d'élargir pour avoir un impact plus grand, pour toucher un public moins aisé, avoir une politique plus inclusive. Avant de parler des solutions, qu'est-ce que tu ressens toi aujourd'hui de la fracture numérique? Est-ce qu'elle rejoint la fracture sociale? Enfin, comment tu vois cette fracture? Comment tu l'analyses? Il y a clairement une fracture numérique et oui, je dirais, alors je ne suis pas une spécialiste, donc je n'ai pas des chiffres et ce que je vais vous dire est de l'ordre de l'intuition et du L'expérience? qualitatif. Hein. Voilà, je vais pas m'arroger expert de ce que je ne suis pas, mais effectivement, oui, bien sûr qu'il y a une fracture. Cette fracture, elle est souvent sociale. Il est certain que pour utiliser à plein le numérique, déjà, il faut avoir accès. Donc, il y a juste donc, il y a une donnée financière, j'ai accès, ou parfois j'ai accès à Internet, hein, que je peux être dans des endroits où il n'y a pas accès. À Internet, il faut que j'ai du matériel. Et après, avec tout ce que je disais tout à l'heure, pour en faire un bon usage, il faut avoir de l'éducation. Donc, il faut une éducation qu'on peut arriver à apprendre seul, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Être capable de comprendre comment ça marche et d'acquérir du discernement dans ce qui ne marche pas, ce que je peux faire, ce que je peux aller utiliser, etc. Et ça, c'est quand même en général fortement corrélé au contexte social. D'accord. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question, mais comme tu Si, vas me la tu as reposer. répondu, mais du coup, là, pour creuser d'une certaine façon un peu plus, c'est quand tu dis comment cette fracture numérique, elle part d'où? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est en fonction de la catégorie, en quelque sorte, sociale des personnes que tu rencontres? Euh, et, et je dirais comment y remédier d'une certaine façon? Alors, au début, quand j'ai commencé, et ça reste quand même assez vrai dans ce que je pense, mais j'ai un peu déchanté, moi, ma raison, enfin, ce que je pense, c'est que ce que je fais, ce que Magic Makers fait, devrait être fait à l'école, parce que l'école, en France, on a la chance d'avoir une école gratuite et obligatoire, accessible pour tous. Et à partir du moment où moi, je considère que ce qu'on fait, c'est ce qui permet, c'est presque indispensable pour être un citoyen éclairé, moi, j'aimerais que ce que je fais, ça puisse être fait à l'école, pour tout le monde. Quand j'ai commencé Magic Makers, je me suis posé la question, est-ce que je fais une asso, est-ce que je fais une entreprise? J'avais mis d'ailleurs dans mon budget prévisionnel que j'allais faire la moitié de mon activité dans les écoles. J'ai dû constater que personnellement, je n'arrivais pas, enfin, c'était compliqué de travailler avec l'éducation nationale. Alors, je ne sais pas qui regarde, et je trouve que c'est des sujets qui sont très compliqués à aborder, en fait, parce qu'on évite, je ne veux pas polémiquer, et je sais, moi-même, enfin, ma mère était prof, elle était inspectrice d'éducation nationale, je suis une enfant du public, et je sais que les gens qui sont profs, la plupart sont là pour de bonnes raisons et veulent le bien des enfants. Mais force est de constater que le système, en dehors des individus, Ouais, bien que le sûr. système n'est pas ouvert à l'innovation, que le système d'ailleurs n'encourage pas l'innovation à l'intérieur du système, et que quelqu'un comme moi qui arrive en disant, voilà, quand je suis arrivée en 2012, 2013, 2014, en disant, voilà, apprendre à coder aux enfants, avec une démarche pédagogique qui est différente, qui d'ailleurs repose sur des postulats qui ne sont pas ceux de l'école traditionnelle, hein, il faut se le dire. Ce n'est pas de l'éducation descendante, c'est une éducation où on va laisser à chaque enfant prendre la main sur ce qu'il fait, etc. Avec de l'expérience. Et le prof, d'ailleurs, ne sait pas toujours, et il n'a pas honte de dire qu'il ne sait pas et qu'il va chercher avec l'enfant. Nous, c'est ce qu'on demande à nos animateurs. Hein. Voilà, donc c'est quand même une posture qui est radicalement différente. Eh bien, c'est très compliqué. Le système, aujourd'hui, n'est pas fait pour prendre ça et en tirer le bénéfice et l'intégrer. D'accord. Et donc, concrètement, je me retrouve à le faire en dehors du système. Et j'ai fait des choses. Hein. J'ai fait le projet ClassCode, par exemple, avec INRIA, où on a créé des ressources pédagogiques, des MOOC en ligne, pour que les profs ou les éducateurs du populaire gratuitement puissent se former. C'est pas mal comme résultat. En 5 ans, on a eu à peu près 80 000 personnes qui sont passées sur le parcours. Bien sûr, tout le monde n'a pas fini, mais il y a plein de ressources unitaires qui sont utilisables et je sais que ça a servi. Mais globalement, on est bien loin de l'impact que ça pourrait avoir parce que ça repose encore une fois sur le fait que des individus motivés se mobilisent en plus de leur temps de travail sans ressources pour le faire. Donc, ça repose encore une fois sur la motivation intrinsèque de certaines personnes et ce n'est pas soutenu de fait par le système. Ouais. C'est ce que tu es.
c'est ce que tu essayes de faire tout de même aujourd'hui, même si tu dois d'abord t'occuper de ton entreprise pour qu'elle survive, pour qu'elle vive, pour qu'elle se déploie. Exactement, tout à Mais fait. tu as en parallèle cette ambition d'avoir une démarche plus inclusive, plus ouverte. Qu'est-ce que tu réussis à faire aujourd'hui dans cette dimension-là, dans ce chemin-là? Alors, dans ce chemin-là, pour l'instant, personnellement, je pense que je suis assez exigeante, donc je suis assez dure avec moi-même, donc je trouve qu'on n'en fait pas assez. Mais on fait quand même des choses. Déjà, ClassCode, ça avait été une démarche pour permettre de démocratiser. Et finalement, cette démarche pédagogique qu'on avait créée permettent à un plus grand nombre de se l'approprier de manière libre, gratuite, etc. Ça continue puisqu'on a fait une version intelligence artificielle et qu'on continue à travailler dans ces projets-là. J'ai monté une association à côté de Magic Makers où quand je peux trouver des financements, je fais des ateliers financés par des mécènes. Donc, on fait comme ça des ateliers à Stein, à Sevran. Ce qui fonctionne bien, c'est qu'on fait un partenariat avec une asso locale de soutien scolaire. Enfin, il y a des assos locales qui cherchent déjà, qui s'occupent des enfants sur le terrain. Et nous, on va apporter la compétence de l'apprentissage du code créatif dans ce contexte-là. Et là, ça fonctionne très, très bien. Et donc, c'est ce qu'on fait à Stein, c'est ce qu'on fait à Sevran. Mais on est sur des volumes Dans ce cas-là, qui ne tu sont pas très formes importants. les formateurs dans ces associations. Comment tu procèdes? Alors, pour l'instant, dans ces dispositifs-là, on fait plutôt un partenariat. C'est-à-dire que les associations, elles vont s'occuper de trouver les jeunes. Souvent, elles ont un espace. Et nous, on va arriver avec le matériel et on va animer les ateliers avec la compétence d'animation. Typiquement, effectivement, c'est bien que tu parles de cet axe de formation parce que c'est aussi quelque chose auquel je crois beaucoup. On a développé, aujourd'hui, en fait, c'est un métier qui n'existait pas, enseigner le code aux enfants. Donc, mon premier métier, c'est de former des animateurs qui délivrent les ateliers pour nous. Donc, on en a à peu près 60-70 en ce moment. Et donc, on va fêter nos 6 ans en juin. En 6 ans, on a développé une vraie compétence de formation. On est en train de développer cette compétence en formation externe pour proposer à qui veut et pour être en capacité de former des animateurs du périscolaire. On pourrait former des enseignants s'ils le souhaitaient, mais encore une fois, le système n'est pas tellement fait pour que des gens extérieurs au système viennent former à l'intérieur. Donc, en tout cas, il n'y a pas de budget pour ça. Donc, mais moi, je crois beaucoup effectivement à cet angle de la formation pour pouvoir former ceux qui le souhaitent pour que dans leur contexte, ils puissent s'approprier notre capacité à accompagner les jeunes et l'adapter à leur contexte. Ça pourrait fonctionner d'ailleurs sur des éducateurs spécialisés, sur des enfants à handicap par exemple, à qui on pourrait ajouter cette compétence. Il y a plein de cas où ça pourrait marcher. Pour l'instant, on le fait, hein, mais ça reste encore sur des petits volumes. D'accord. Et alors, si tu rêvais, si tu n'écoutes pas, enfin, si, de ton envie évidemment d'excellence, bien sûr, ton exigence, mais si tu te disais, voilà, mon rêve, ce serait de former X milliers, millions, centaines de milliers, millions de personnes. C'est quoi ton rêve en fait? Il y a 400 000 profs en France. Hein? Il y a 400 000 profs en France. Donc, c'est les 400 000 profs que tu voudrais après, tu as toute transformer l'éducation en formateurs? populaire. Alors, tout le monde n'a pas besoin de nous. Il y a quand même pas mal de choses qui se sont développées, mais je suis sûre qu'on pourrait aider beaucoup. En vrai, moi, j'adorerais former tous ceux qui accompagnent des enfants. Et c'est ça ta priorité dans ton développement, puisque ta volonté d'inclusion, tu penses que ce serait plus efficace ou plus impactant si tu arrivais à former ceux qui sont au contact des enfants? Je pense que ça démultiplierait plus l'impact. Pour l'instant, ce n'est pas encore ma priorité parce que pour l'instant, j'ai une entreprise à faire tourner et que le volant d'affaires n'est pas suffisant pour prendre le relais. Bien sûr. Donc, pour l'instant, je continue. Et puis, c'est aussi parce que nous-mêmes, on enseigne à des enfants qu'on a une compétence très forte qu'après, on peut transmettre par la formation. D'accord. On va, avec Laura, commencer à ouvrir la parole à nos auditeurs, aux spectateurs, je ne sais pas comment les appeler. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez poser une question, vous levez la main droite. Je vais faire une petite blague sans dire je le jure. Et puis, voilà, on va directement ouvrir, puisqu'il y a Stéphane Gillot qui veut poser une question. Laura, si tu peux avoir la gentillesse d'ouvrir le micro de Stéphane. Et on sera ravis d'accueillir sa question. Stéphane, on t'écoute. Il y a toujours un petit décalage. Ouais. Bonsoir à vous. Bonsoir, Claude et Jérôme. Merci pour toutes les informations. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié le concept de Magic Maker, ce que je découvre, qui permet effectivement de retourner la façon dont un humain, d'autant plus un enfant, va se servir de la technologie plutôt que de dépendre de la technologie.
Et j'ai juste la petite question de l'avocat du diable, qui est par rapport justement au temps d'écran. Voilà, sur les enfants, voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est pas un souci ou un frein? Alors, pour le coup, le temps d'écran des enfants est un vrai sujet. Mais le sujet derrière le temps d'écran, c'est la qualité du temps d'écran. C'est ce qu'on fait dessus, en fait. Nous, alors, au-delà du fait qu'il faut monitorer le temps d'écran de ses enfants, enfin, il faut voir avec eux ce qu'ils en utilisent, l'impact que ça a, etc. Nous, ce qu'on propose, c'est un temps d'écran, on va dire, intelligent. Ils vont se faire passer du temps sur l'ordinateur, mais c'est un temps où ils vont être en train de comprendre et en train de faire. Et d'ailleurs, souvent, ce qui est reproché, un des impacts, en fait, d'un temps d'écran trop important ou du zapping, etc., c'est que les enfants ont moins l'habitude de se concentrer longtemps. Je vous garantis que chez nous, quand ils sont en train de concevoir un jeu vidéo, ils peuvent rester concentrés super longtemps parce que ça demande de la réflexion et de l'attention. Donc, on a plutôt une activité qui va développer la capacité d'attention que la réduire. Donc, mon autre argument par rapport au temps d'écran, c'est d'avoir conscience que les ordinateurs ne vont pas disparaître. Enfin, les écrans ne vont pas disparaître. En tout cas, tant qu'il y a de l'électricité, il y aura de l'informatique. Tant qu'il y a de l'électricité, il y a d'Internet, et il y en aura de plus en plus parce que c'est très efficace et c'est très utilisé. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, on passe je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de notre vie éveillée qu'on passe sur des écrans, et pas forcément en mal. Moi, je considère que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est du temps d'écran extrêmement bénéfique. Enfin, j'espère en tout cas. En tout cas, je ne le mettrai pas dans le temps d'écran qui m'enlève de l'énergie, qui m'enlève de l'attention, qui me permet de fuir la réalité. Je n'ai pas l'impression d'être en train de faire ça là. Et donc, comme les écrans ne vont pas disparaître, justement, donner les moyens à nos enfants assez tôt de comprendre et de l'utiliser à bon escient, avec discernement, avec conscience, c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. Parce qu'à contrario, à trop contrôler et à trop réduire, on les empêche peut-être de se confronter à la difficulté et d'apprendre, de développer des stratégies. Et on n'est pas en train de les aider à développer des stratégies pour ne pas développer une addiction aux jeux vidéo, par exemple. Oui, d'accord. Okay. Ou aux réseaux sociaux. Donc moi, je suis pour un usage éclairé. Ouais, c'est une autre façon de s'en servir, quoi. Ouais. Parce que ça peut apporter beaucoup. D'ailleurs, en termes d'apprentissage, il y a énormément à attendre du numérique, notamment en termes… si on parle d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'adaptive learning. À partir du moment où on sait mesurer, on sait voir ce qu'un enfant a compris ou pas compris, on peut orienter plus rapidement vers les activités dont il a besoin. Et c'est d'ailleurs ce que fait un enseignant, mais il le fait avec le temps qu'il peut disposer individuellement pour chaque enfant. Si des logiciels bien faits et au service de la pédagogie peuvent permettre à un enseignant de gagner énormément de temps et de voir des choses en fait, sur le niveau d'un enfant qu'il n'a pas le temps, lui, de voir quand il a une classe de 20 à 30 enfants. Donc, il y a comme ça énormément de bénéfices extraordinaires qu'on peut tirer du numérique s'il est utilisé intelligemment avec conscience. Ok. Merci pour une intéressante question, Stéphane. N'hésitez pas à lever la main. Je vais enchaîner sur une autre question qui est peut-être un peu plus politique d'une certaine façon. On voit l'importance, le contrôle, on a parlé en forme de blague presque tout à l'heure des GAFAM, enfin des grandes organisations, entreprises anglo-saxonnes pour la plupart, les chinoises, mais sur nos vies, sur le traitement des données, sur le traitement de notre attention, sur l'accaparement de notre attention. On dit qu'on devient tous de plus en plus passifs, etc. Comment toi, tu voudrais corriger ça? Est-ce qu'il faut monter à notre tour des mastodontes, mais européens? Est-ce qu'il faut démanteler les GAFAM? Est-ce qu'il faut monter des alternatives suffisamment solides? Parce que est-ce qu'il faut reproduire ce qui est fait ailleurs pour lutter? Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution. Donc, comment faire? Moi, j'ai une posture un peu différente. Je ne sais pas, en fait. Sur la question de faut-il recoder les GAFA, j'y crois peu, en fait. Ils ont tellement de temps homme investi dans la création de ces solutions que ça va être compliqué de reconstruire une solution from scratch qui soit équivalente aussi bien, etc. Mais bon, après il faut, je ne sais pas, on peut essayer, etc. Moi, ma réponse, elle est différente, en fait. Moi, je pense que ce qu'il faut développer, c'est l'humain. Moi, je pense que le problème, les GAFA ont le contrôle sur notre vie qu'on leur laisse. Donc,
développons en fait la conscience de chacun par l'éducation, par l'instruction, etc. C'est là où moi personnellement, quand je t'entends parler, moi personnellement, j'ai pas l'impression que les GAFA contrôlent ma vie. Alors ils doivent la contrôler sur certains aspects, mais globalement, j'ai un usage qui s'est beaucoup réduit, enfin qui a beaucoup changé en fait. Plus raisonné. Plus raisonné, voilà. Et donc j'ai pas l'impression, en tout cas j'ai l'impression que ça me fait gagner du temps. J'ai plus l'impression que c'est à mon service et que ça m'aide plutôt que de me faire manipuler ou prendre tout mon temps ou gagner, enfin, ou prendre tout mon argent quelque part, hein, ou trop influencer ou ce que tu veux. Donc on en revient à la dialectique peut-être que je surestime ma capacité. Mais néanmoins, je pense que la vraie solution, plus que c'est pas forcément de faire comme eux ou d'être en guerre contre les GAFA, c'est plutôt de développer l'humain, de développer la conscience, le discernement, la réflexibilité, la relation entre nous, la vraie relation. Parce que quand on a une capacité à avoir de vraies relations avec les gens, on peut le faire à distance aussi. On peut avoir, enfin, le sujet, c'est plutôt la capacité à s'ouvrir à l'autre, à être vulnérable et à toucher, enfin, à se faire toucher par l'autre et à toucher l'autre. On a aussi aperçu pendant le confinement ou ailleurs, déjà avant, évidemment, qu'il peut y avoir un lien humain par le numérique. Donc, exactement. Donc, forcément lien, on peut même en créer des nouveaux, quitte après avoir une résonance dans ce qu'on pourrait appeler la vie réelle, la vie plus… Exactement. Moi, je pense qu'il faut plutôt développer l'humain que faire la guerre aux machines. D'accord. Je prends la question de Richard, Laura, s'il te plaît. Voilà. Richard, qui est un fidèle des Engage Calls. Bonjour Richard. Bonjour Claude, bonjour Jérôme. Merci de me donner la parole. Déjà, merci pour cette présentation. Magic Maker, une première question très rapide, c'est est-ce qu'il y a un lien entre Magic Makers et les Makers, notamment qui font un salon au mois d'octobre? La Maker Faire. Alors régulièrement, on participe au salon de la Maker Faire. Le lien, il est dans le nom, c'est tout. D'accord. Il est dans… Donc on peut se croiser à ce salon-là. Tout à fait, oui. Alors, ma principale question, donc vous avez parlé en fait des soft skills que vous apprenez aux enfants. Alors déjà, bravo, parce que c'est un travail d'apprentissage pour les enfants qui, à mon avis, est nécessaire. Si on veut effectivement ne pas subir, comme vous l'expliquez, il faut de toute façon s'y mettre. Jeune comme vieux d'ailleurs, ce serait pas mal de pouvoir ouvrir vos cours à des moins jeunes. Mais c'est surtout, au-delà de ces savoir-faire, ce savoir-être, enfin ce savoir-être des soft skills, mais lié au savoir-faire, est-ce qu'il y a une réflexion, un apprentissage aussi des conséquences de ce pouvoir que vous leur donnez, qui va être notamment d'utiliser des imprimantes 3D demain pour fabriquer des objets divers et variés. Et ces objets peuvent être dangereux. À partir du moment où ils programment, ils pourront faire eux-mêmes leur plan, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a un contrôle, je dirais, éthique, tout simplement, de donner un tel pouvoir à autant de gens qui va être demain de fabriquer, d'industrialiser quelque part à grande échelle et de façon privatisée dans les foyers la fabrication d'objets divers et variés? C'est une excellente question que je me suis beaucoup posée. La réponse honnête, c'est non. Au sens, nous, on est là pour croire au potentiel de chacun et croire en ce qu'il a de bon et l'aider à se développer et à grandir et lui montrer, à se développer dans la capacité à faire des choses. Et on intervient peu sur le champ de la morale et de l'éthique. On pourrait, hein, c'est une vraie question. Il se trouve qu'il y a juste un élément pratique qui est que nos ateliers durent 1h30 et que dans 1h30, c'est beaucoup de pratique et c'est justement finalement peu de théorie. Donc, il va y avoir des échanges qui vont se faire. On a une charte d'ailleurs de bonne conduite, etc. Donc, il va y avoir pas mal d'échanges qui vont être faits autour de pourquoi on fait les choses, à quoi ça sert, comment on fait les choses en bienveillance. C'est dans nos valeurs. Par contre, on ne fait pas de cours sur quelle serait une bonne utilisation, une mauvaise utilisation. Enfin, on ne passe pas énormément de temps dessus, pour être très honnête. C'est une très bonne question d'ailleurs de jusqu'où va la responsabilité. Je vous dirais juste une chose pour jouer l'effet papillon sur votre personne. Ouais. C'est posez-vous la question de ce qu'a pu penser Oppenheimer quand il a mis au point la bombe nucléaire. Il pense à peu près pareil. Et aujourd'hui, je pense que c'est une question qu'il faut se poser à nouveau. C'est-à-dire que moi, je vois comme vous l'avez dit, c'est une révolution. En réalité, je vois le côté de la médaille. Comme je disais, il y a toujours deux côtés à la médaille. Hein. Moi, je vois le côté de la médaille
où je permets à des jeunes d'utiliser le numérique pour résoudre des problèmes. En faisant ça, je permets à des jeunes d'utiliser le numérique pour contrôler d'autres personnes. Mais là, j'ai fait juste l'avocat du diable. Mais moi, je considère qu'à un moment, ça dépasse aussi ma responsabilité. Oui, tout à fait. Je ne peux pas aller jusqu'à… Je ne me considère pas comme responsable de ce que dans 20 ans, les gens qui sont passés dans mes ateliers feront. Non, mais par contre, peut-être que dans les cours, comme je dis, le savoir-faire peut être accompagné d'une petite partie de savoir-être et de réflexion. Alors, ça l'est par notre charte. Ça l'est par notre charte et par la manière dont on gère les ateliers et on fait la régulation de ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu appelles une régulation de ce qui s'y passe dans le comportement en plus alors, c'est ça? Typiquement, dans la charte, il y a 10 points, elle est très simple. Les enfants la signent en début d'atelier. Le premier point, c'est « je suis là parce que j'en ai envie ». Et il y a un des points, c'est je propose des améliorations plutôt que critiquer. Celui-là, on s'y réfère. Quand vous avez des enfants, il y en a un qui fait un jeu, le réflexe de l'autre, c'est nul. Là, on peut se référer à la charte sur le thème non. Il y a un élément d'ailleurs, c'est je suis fier de ce que je fais. Et donc, il y a toutes ces situations qui vont arriver quand vous avez un groupe avec des enfants. On va pouvoir les réguler, c'est-à-dire faire mettre de la conscience aux enfants sur ce qui est en train de se passer et quel comportement différent ils pourraient avoir et quelle posture différente ils pourraient avoir en utilisant ce cadre qu'on a défini et partagé en amont avec eux. D'accord. Merci. Merci Richard pour ta question. Je rebondis sur la question de Richard en disant, est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même, notamment quand tu leur fais faire des projets, avoir une orientation, je ne sais pas comment l'appeler exactement, mais que, alors, deux sous-jacents à cette question. La première, c'est de dire que les projets pourraient être des projets qui intègrent une sorte de dimension d'impact ou d'impact social ou d'impact environnemental, d'une part. Première question. Et deuxième question qui est très liée, est-ce que vous alertez sur l'impact du numérique au niveau de l'environnement? Alors, la réponse est oui, en fait. Alors, déjà, sur la première question, d'ailleurs, sur le lycée, un de nos cursus, c'est un cursus Tech for Good, où les jeunes vont réfléchir à un problème à résoudre et vont créer une application web pour résoudre le problème. Et donc, le cursus est complètement orienté Tech for Good. De la même manière, comme ça, on a des modules dans nos ateliers qui vont être orientés Tech for Good ou qui vont permettre de faire de la réflexion. Sur la partie danger, d'ailleurs, moins que responsabilité, on a fait un module avec l'association e-enfance où ils peuvent, par exemple, coder des choses pour prendre conscience des enjeux de protection des données, par exemple, et ce genre de choses. L'association e-enfance, pardon. L'association e-enfance, c'est l'association qui gère la ligne Net Écoute, qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale, qui va gérer tous les aspects de cyberharcèlement en support pour les établissements publics de l'Éducation nationale. Et donc, ils sont hyper calés là-dessus. Donc, on a conçu justement ce module dans une idée de se dire, voilà, ce sera plus facile pour eux de comprendre les impacts autour de la protection des données, par exemple, s'ils ont plus codé une application, ils ont vu ce qu'on pouvait faire. On leur fait coder une application où ils récupèrent le numéro de téléphone de la personne, et ils peuvent la géolocaliser sans lui demander son avis, ce qui est hyper simple à faire. Et là, justement, on a cette discussion sur la partie éthique qui est, en fait, si tu récupères une information qui te permet de géolocaliser la personne, tu dois lui dire. Mais la technique ne t'oblige pas à le faire, mais la morale, l'éthique et la loi, si. D'ailleurs, la loi, pas toujours, mais ça serait. Okay. Donc, on fait ça de plus en plus. Mais par rapport à la discussion tout à l'heure, c'est juste que moi, à un moment, je crois aussi que chacun doit être responsable. Et donc, moi, mon objectif, c'est plutôt d'apprendre aux gens à être responsables que moi d'être responsable de ce qu'ils font. Et ça m'embêterait de me dire que j'arrête d'enseigner le code aux enfants de peur que demain, il y ait un Oppenheimer qui émerge. Vous voyez ? Oui. Non, mais c'était plus, à mon avis, de mettre le code au service de… Enfin, voilà. Mais je comprends. Après, il faut avoir conscience que quand on fait ça, plus les enfants sont petits et plus… Enfin, mon objectif premier, surtout quand ils sont petits, c'est aussi qu'ils prennent du plaisir à coder et à créer. Et donc, c'est aussi… Nous, on va plutôt chercher, eux, ce qui les motive que les obliger à faire de la tech for good parce que c'est bien. Alors que ça les motive peut-être, alors qu'on passe peut-être à côté de quelque chose où ils se seraient exprimés, ils auraient mieux compris, et demain ils seraient plus ouverts à du coup utiliser ça au service du bien commun. Compris. Petite question en forme, non pas de blague, mais enfin, je pense une provocation, mais est-ce que quelque part, est-ce que tu formes un peu ces enfants à devenir des hackers ou à remettre en cause, est-ce que cette notion de hacking te parle ou pas du tout? Alors, ça dépend déjà comment tu définis hacking. Donc, on ne fait pas beaucoup de cybersécurité, nous. Mais il est vrai que tu vois bien que dans ce que je dis depuis tout à l'heure, dans le projet de Magic Maker, c'est bien
de donner le pouvoir aux enfants. Donc, quand tu donnes le pouvoir, après, avons-nous confiance dans le pouvoir que nous leur donnons? Ça, c'est une question philosophique. Non, mais moi, je pense que la vraie question, elle est là. Moi, quelque part, je choisis le parti de la confiance. Peut-être que j'ai tort. C'est marrant, ça rejoint un peu. Mais je n'ai pas envie de dire, je ne vais pas leur donner ce savoir parce qu'ils en feraient quelque chose de mal. Oui, je comprends. Ça rejoint beaucoup la question de la confiance, ça rejoint beaucoup les discussions, le Langage School qu'on avait eu avec François TDI du CRI, qui disait qu'aujourd'hui, la question centrale, c'est comment remettre cette question de la confiance au cœur de la société, au cœur de l'enseignement et dans notre mode relationnel. Tout à fait. Si on n'a pas remis la confiance au cœur, ce serait compliqué d'avancer. On est très vite régi par la peur, la crainte, et du coup, on va plutôt fermer les choses. Et donc, on n'ouvre pas le champ des possibles. Et on ne permet pas aux enfants de se déployer. Ouais. Pour revenir, et ce sera la dernière salve de questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas. C'est quand on parle d'ouvrir, de faire participer un nombre plus important, d'aller vers l'inclusion. Une première question, c'est qu'est-ce que tu penses de la dimension, c'est pour aider aussi ceux qui travailleront après en intelligence collective, de la dimension d'open source? Est-ce qu'il y aura une capacité, une possibilité de mettre certains des savoirs, des modes de formation, d'enseignement, d'ateliers en open source, le libérer? Alors après, tu as une entreprise. Non, mais en fait, la réponse est oui, on le fait déjà. Vous le faites déjà. ClassCode dont je parlais, il y a des centaines de ressources qu'on a produites et qui sont accessibles à tous gratuitement en open source, en Creative Commons. Donc en fait, on le fait déjà. Sur nos sites, il y a pas mal de tutoriels. Alors, on ne met pas tout à disposition. Après, moi, je suis très intéressée, je ne sais pas si ça va être le sujet, en tout cas, ça va être proche du sujet de l'intelligence collective. C'est de l'open source. Moi, je veux bien, mais il y a aussi le sujet, j'ai jamais compris en fait comment on gagnait sa vie en open source. Par la pratique ensuite. C'est-à-dire qu'il me semble, pour répondre rapidement. Mais dans le contexte de l'éducation, du coup, on en revient à qui paye pour cette pratique et combien les gens sont prêts à payer pour ça. Absolument. Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est les territoires? Est-ce que c'est l'État? Voilà, exactement. Est-ce que c'est la délégation quelque part de services publics aussi? Donc, il y a différents modèles. D'ailleurs, pour aider encore à réfléchir ceux qui nous aideront par la suite, qu'est-ce que tu penses du modèle de Simplon qui, lui, au niveau avec des adultes, c'est la promesse du retour à l'emploi. Donc, c'est quand même différent, évidemment, de ce que tu peux faire avec des enfants. Mais qu'est-ce que tu penses de le modèle de développement? Il est souvent cité en référence comme étant une organisation qui a réussi à passer à l'échelle, à passer un impact. Tout à fait, ouais. Alors, avec différents modes d'ailleurs de financement, du mécénat, les territoires. Il faut avoir conscience que Simplon, c'est génial ce qu'ils font et c'est génial comment ils ont réussi à scaler. Ils sont sur un problème où il y a plus d'investissement parce que le retour sur investissement est plus direct. C'est le retour à l'emploi. Tu vends une formation de quelques mois à l'issue de laquelle des gens qui n'avaient pas d'emploi peuvent en avoir un. Donc, on est prêt à payer pour ça. Moi, ce que je propose aux gens, c'est d'investir sur ce qui va se passer dans 20 ans. Parce que quand tu as un enfant qui est au primaire, c'est ça dont il s'agit. Et quand je dis 20 ans, ça peut être 30 ans. Et là, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas personnellement. Et si quelqu'un trouve un modèle qui marche mieux que le mien, je veux bien. J'ai pas réussi, en tout cas, je n'ai pas trouvé la même manne financière ou la même capacité à rendre ce modèle scalable pour l'instant sur cette perspective-là. Parce qu'on parle d'investissement à 20-30 ans. À moins que tu commences, je raisonne comme ça dans la pure, bien évidemment, à ouvrir des formations à des publics un peu plus âgés et à déplacer au-delà des 18 ans et du bac. Ce que tu n'as pas fait, je crois. Non, c'est pas ce que j'ai pas fait parce que je maintiens que moi, ma conviction de départ, c'était que plus tu t'adresses aux enfants jeunes et plus tu leur fais gagner du temps et plus c'est facile. Ouais. Et donc, en fait, il faudrait que j'aille. Déjà, il y a plein de gens qui le font déjà. Donc, même si j'aurais une valeur ajoutée, voilà. Mais l'ADN de départ de Magic Maker, c'était ça, c'est pour les enfants. Ouais. D'ailleurs, tu as suivi. Tu as eu des enfants dans tes mains, j'allais dire, dans tes cours, dans tes formations depuis 2012, c'est ça, ou 2013, enfin pour les premiers. Oui, 2013-2014. Est-ce que tu en as suivi, je suppose, quelques-uns qui aujourd'hui sont passés presque à l'âge adulte, parce que ça fait 8 ans, donc s'ils avaient 14 ans, ça y est. J'ai reçu un mail il y a même pas un mois d'un jeune qui nous disait qu'il intégrait Epitech et qui nous remerciait parce que c'était grâce à nous et qu'on pourrait lui demander tout. Il y avait une phrase très mignonne où il disait qu'il savait ce qu'il nous devait et que si on avait besoin de quelque chose, un jour, on pouvait toujours lui demander. Il serait toujours là pour Magic Makers.
C'est génial, ça. J'avoue, celle-là m'a fait pleurer. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir. Donc oui, il y en a comme ça. Tu vois, j'en ai un autre qui faisait partie des premiers. Et l'année dernière, quand il a eu 15 ans, il est revenu en disant « Je veux animer ». Il avait commencé à 11 ans chez nous. Alors, en dessous de 16 ans, c'est très compliqué. Donc, je lui ai dit « Écoute, il faut écrire l'inspection du travail et tout. » Et quand il a eu 16 ans, il est revenu en disant « Ça y est, j'ai 16 ans là, je peux y aller ». Et donc, il a animé. Oui, il a animé des stages. On l'a formé, on l'a payé, il a animé et ça s'est super bien passé. Et qu'est-ce que tu dirais du coup, la compétence, le savoir-être, je ne sais pas, qui finalement avec le recul te semble celle que vous arrivez le plus à développer? Qu'est-ce qui vous apportait le plus aux enfants, leur enrichissement? C'est quoi finalement le cœur de ce que vous leur apportez? Je pense se sentir capable. La confiance en eux, c'est ça? Tu sais, souvent, ils arrivent à faire des choses que leurs parents n'arrivent pas à faire. Ça, c'est certain. Et là, c'est assez gratifiant. Okay. On va élargir avant malheureusement bientôt de devoir clore cet Engage Call pour passer à la seconde phase. On essaye toujours, on pose toujours cette question en fait de savoir dans quelle société on aimerait vivre demain, peut-être aujourd'hui, et quels finalement seraient nos présents, nos futurs désirables. Si tu devais les caractériser, ces futurs désirables pour toi, j'aime pas trop le mot futur parce qu'on a l'impression que c'est dans 30 ans, mais peut-être demain, quoi. À quoi il ressemblerait? Quel serait ton rêve, en fait? Je crois que quand tu m'avais posé la question, j'avais dit avoir du temps, non? C'est pas ça? Ouais, ça c'était peut-être pour toi. Non, à un moment, tu avais parlé de ralentir. Oui, c'est ça. Tu pourrais développer ça? Ouais, mais c'est un peu en lien avec l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur la sursollicitation. C'est revenir à l'essentiel et prendre le temps des choses importantes, sans courir tout le temps partout et sans croire que si on n'a pas fait 10 trucs dans la journée, on a raté notre vie. Ça c'est peut-être aussi lié à la période qu'on vient vivre de confinement, hein, qui a été quand même, alors pour nous, une période très active, parce qu'on a basculé tous nos ateliers à distance, donc ça n'a pas du tout été une période contemplative, mais néanmoins, c'était une période où j'ai été beaucoup moins sollicitée. Il n'y avait pas d'événements, de prise de parole, de gens à rencontrer, de déplacements à faire. Et quand le simple fait aussi, tu as de travailler de chez soi et donc de pouvoir consacrer plus de temps à soi-même et à ses proches, tout en faisant avancer, enfin tu vois, en travaillant, en faisant avancer. C'est quelque chose où je me suis dit, en fait, ça doit être possible d'avoir des modes de vie plus équilibrés, plus justes. Je ne sais pas si ça parle. Ça me parle beaucoup parce que forcément, on est en plus… Et je vois cette tentation-là. Je vois à la sortie du déconfinement, on est passé de… Moi, je fais du vélo dans Paris. On est passé de rues qu'on pouvait traverser à… il y avait du monde. Et 3 semaines après, je ne sais pas, en tout cas déjà courant juin, la circulation est devenue quasiment comme avant. Avec le bruit, avec les gens qui vont vite. Le truc qui m'a frappé, c'est les cyclistes qui recommencent à se doubler, limite à s'engueuler, à essayer de gagner 2 secondes sur le temps de déplacement. Mais pourquoi faire? Oui. Voilà, mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Donc, prendre du temps et se souvenir, ce qu'on avait essayé de voir, c'est marrant parce que, évidemment, tu es sur des sujets assez proches que François Tadei lui disait aussi de se souvenir, ce que disait d'ailleurs Jean Viard en première Engage Call, il y a 2 mois et demi, penser à se souvenir des apprentissages, de ce que l'on a appris intimement, au niveau collectif aussi, de ce temps si particulier que nous avons traversé, et pour essayer de les intégrer, ne pas les oublier, de se les remémorer, de se les revisiter. Du coup, je pense qu'il faut surtout les revivre, parce qu'un apprentissage, ça s'ancre par la pratique. Et donc, si on a découvert quelque chose qu'on fait différemment, qu'on a fait différemment, c'est voir comment on peut continuer, et que ça faisait du bien, c'est voir comment on peut continuer. Et c'est en le faisant, en n'arrêtant pas de le faire finalement, que ça va devenir quelque chose de normal et de naturel. Oui, apprendre, c'est répéter et surtout expérimenter finalement. Exactement. On ne devient pas un pianiste sans avoir refait des gammes, Ouais. Et j'irais au-delà de juste se remémorer ce qu'on a appris, c'est continuer à vivre ce qu'on a appris. Et à vivre aussi de nouvelles choses, hein. On bouge tout le temps. Mais je suis bien d'accord avec toi. Dernière
question ou dernière discussion, on t'avait demandé une œuvre d'art que tu aurais partagée avec nous. Pourquoi tu rigoles? Parce que je me souviens de ma réponse. Figure-toi qu'en fait, malheureusement, on va la diffuser, donc tu vas même la voir apparaître sur l'écran. Si Laura, tu avais la gentillesse de nous partager, et tu nous as mis là, les invaders que l'on voit sur les murs de nos villes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? On comprend un peu le numérique, mais pourquoi en particulier? Oui, alors déjà parce que ça sert à rien. Ce qui est potentiellement le propre d'une œuvre d'art, tu vois, c'est que ça sert vraiment à rien, des petites mosaïques sur les murs. Et pourtant, ça peut véhiculer plein de choses et plein de… déjà concrètement, ce qui représente physiquement, hein, c'est les envahisseurs, les invaders. En plus, ils sont pixelisés, donc par rapport à toutes les craintes qu'on peut avoir du numérique qui nous envahit, qui prend le contrôle, c'est comme si c'était matérialisé. Et en même temps, par ailleurs, ça reste un truc fun, drôle, où nous, on s'amuse à les collectionner avec mon mari. Et du coup, on fait des balades en vélo, on va dans des endroits où on ne serait jamais allé et on voit des trucs qu'on n'aurait pas vus. Et donc, en fait, ça crée une forme de sérendipité. Ça ouvre le champ à autre chose. Voilà. Mais je n'ai pas beaucoup plus à dire dessus. Détailler ou philosopher sur l'Invaders, mais quelque chose qui, toi, te fait réagir, nourrit et te permet… Qui m'amuse, en fait, et qui me détend et qui est probablement un peu plus profond que ça n'en a l'air. Oui, bien sûr, mais c'est aussi le lien avec le réel, du coup, puisque tu faisais le lien, tu dis que le numérique permet aussi de se relier, bah là, il te permet d'aller faire du vélo, de te dépenser et de faire quelque chose en famille. Donc, oui, effectivement, on voit le lien. Ma chère Claude, merci infiniment d'avoir consacré 1 heure de ta vie occupée à ces Engage Calls. Merci de nous avoir apporté ton regard sur cette question du numérique, de l'inclusion et de rapport entre l'enfance et le numérique, qui est évidemment fondamental pour les années qui viennent. Et puis, eh bien, on va continuer, nous, à travailler sur cette question après en intelligence collective tout de suite, puisqu'on nous a partagé le Zoom pour se connecter. On se retrouvera dans 2 minutes. On arrête toujours 2 minutes avant pour à peu près avoir le temps de se reconnecter à 18h, à 19h. Et puis, il me reste à vous souhaiter à tous, eh bien j'espère qu'on se retrouvera au mois de juillet sur la question de réflexion sur la transformation de notre économie, de notre système économique et de nos entreprises, avec les 3 Engage Calls que l'on dédiera à une réflexion, j'espère active et concrète, sur nos valeurs et sur les grands choix qu'on va être amené à faire dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà, Laura a déjà partagé les rendez-vous qui arrivent. Donc, Claude, merci infiniment. À très bientôt, je pense, et j'espère dans la vraie vie, dans la vie non digitale. Et salut à tous et à très vite. Au revoir, Claude. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Au revoir.